Bonjour à tous. Il est 14 heures. Je pense qu'on va pouvoir démarrer ce webinaire. Alors, bienvenue donc pour ce deuxième webinaire de Tech Alternance. Donc, on a prévu en amont du salon Tech Alternance un cycle de 5 webinaires de techniques de recherche d'emploi. L'objectif étant de vous transmettre à vous, candidats à l'alternance, un maximum en fait de conseils pour votre recherche d'entreprise d'accueil. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour thématique recherche ton entreprise d'accueil, donc mode d'emploi, méthodologie par rapport à cette recherche d'entreprise. Ce webinaire est animé par deux intervenants que je vais laisser se présenter. Donc, on a déjà Anne. Oui, bonjour, je suis donc Anne Bernard de l'Académie de Nantes au lycée professionnel Inlex à Saint-Nazaire, spécialisée dans les formations industrielles. Et on a également avec nous qui animera ce webinaire, Ghislain Bernard. Donc, Ghislain Bernard, coordonnateur au CFA de l'Académie de Toulouse. Voilà, j'ai en charge le développement de l'apprentissage en lien avec les établissements publics et les entreprises de différents secteurs d'activité, aussi bien tertiaires qu'industriels. Merci. Alors du coup, rapidement pour vous expliquer comment va se dérouler le webinaire, on est ensemble pendant à peu près 3/4 d'heure. Ghislain et Anne vont intervenir dans un premier temps, vous transmettre un maximum d'informations, de conseils. Et puis, tout au long de leur intervention, n'hésitez pas en fait via le chat, la bulle de chat, à poser vos questions. Pour qu'on puisse y répondre, en tout cas que Ghislain et Bernard puissent y répondre, soit au fur et à mesure, soit sur la partie finale du webinaire. Je vais du coup laisser la parole à Ghislain qui va démarrer pour ce webinaire. Voilà. Si on peut peut-être démarrer la première slide. Voilà. Bon, bonjour à tous. Est-ce que déjà vous voyez bien, je dirais, la première slide ou pas? Est-ce que quelqu'un... Oui, ok. Oui, bon, très bien. Alors, dans toute recherche dans l'entreprise, bon, il est très important de soigner sa candidature. Et dans toute démarche d'entreprise, j'ai tendance à dire il y a 2 éléments essentiels, le CV et la lettre de motivation. Ces 2 éléments qui sont les premiers éléments que va avoir, je dirais, en main l'employeur, ils sont, à mon avis, fondamentaux. Et on se doit je dirais, d'y mettre les ingrédients les plus appropriés. Sur la partie CV, il est très clair il est important que visuellement, déjà, ce CV soit très agréable. J'aurais tendance à dire, pour moi, il y a 2 éléments essentiels. Une mise en page dynamique, c'est clair, et agréable, pour que quelque part, quelqu'un qui a envie de le lire, ait vraiment envie de le lire, et ensuite, dans un deuxième temps, de vous contacter. La photo aussi est un élément important. Je pense que la photo, il vous faut mettre une photo qui vous met en valeur. Alors, bien sûr, en règle générale, c'est que le visage, mais en tout cas, mettez la photo qui vous semble la plus appropriée. Ensuite, dans la lecture qu'on peut faire d'un CV, il me semble important d'aller très rapidement à l'essentiel pour le recruteur. Et les éléments essentiels, c'est l'expérience, votre expérience professionnelle. Pour un employeur, c'est fondamental. Et aussi votre situation personnelle, parce que votre situation personnelle peut permettre à l'employeur d'avoir une certaine lecture de votre profil. Un dernier point qui est aussi fondamental, c'est les diplômes et les compétences que vous avez. Tous ces critères-là que je viens d'évoquer sont fondamentaux dans l'élaboration de votre CV et doivent s'y retrouver très rapidement. Voilà, je tendance à dire, il ne sert à rien de faire un CV sur 2 pages, 3 pages. Je pense qu'une seule page, c'est largement suffisant. Et chaque fois, sur chaque thématique, aller à l'essentiel. À côté d'un CV, il y a une lettre de motivation. Cette lettre de motivation, ce n'est pas un copier-coller du CV. Hein, ça, c'est très, très clair. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, elle doit être personnalisée à l'entreprise que vous allez démarcher. Ça, c'est un élément pour moi qui est essentiel. Elle doit mettre en amont plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est vos atouts. Vos atouts, quand je dis vos atouts, c'est qu'est-ce qui donnerait envie à l'employeur de vous recruter.
Moi, j'en vois 3, la motivation que vous auriez à recruter à postuler pour cette entreprise, vos savoir-être que vous pouvez mettre en exergue. Souvent, quand on n'a pas d'expérience professionnelle, je pense que c'est un élément important. Et aussi votre expérience professionnelle, que ce soit dans le domaine d'activité référencé ou même sur d'autres domaines qui n'ont strictement rien à voir avec la typologie ou l'activité de l'entreprise. Donc moi, je pense que ces éléments sont très importants. Ce qui me semble aussi important, c'est d'avoir fait des recherches en amont sur l'entreprise quand on élabore cette lettre de motivation et d'intégrer dans la lettre la plus-value qu'on pourrait apporter à l'employeur si cet employeur était amené à vous recruter. Cette plus-value, en fonction du poste qui est envisagé, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, sur le poste sur lequel vous envisageriez de postuler, je pense que c'est aussi fondamental. Voilà, donc ce que vous pouvez apporter et vos atouts par rapport à l'entreprise qui est envisagée. Voilà ce que globalement, moi, je pourrais dire sur le CV et la lettre de motivation. Ensuite, il peut être intéressant de vous accompagner, par exemple, d'une boîte à outils. Alors, dans une boîte à outils, par exemple, il y a une application qui s'appelle Emploi Store, dont vous avez le lien, je dirais, en bas de la slide. Bon, ça peut vous permettre d'organiser votre recherche et aussi d'élaborer un CV, une lettre de motivation, on va dire, au mieux, dans votre intérêt, en lien, je dirais, avec votre recherche d'entreprise. Alors, est-ce que je peux me permettre de te compléter? Donc, Ghislain, oui, bien sûr. Comme on avait convenu, voilà, on vous dira toujours qu'effectivement, il n'y a pas de recette et de CV type, et on a raison, si ce n'est qu'effectivement, il faut donner envie d'être lu, et il faut aussi que votre CV aille à la personne qui est la cible de votre métier ou de votre compétence. Alors, il est du coup fortement conseillé, mais vous retrouverez ça sur les ateliers CV qui vous seront proposés, par exemple, c'est d'y mettre un titre. Hein. N'hésitez pas à mettre la recherche de votre certification, exemple, Bac Pro, pilote de production, en apprentissage. Mettez-le bien entre vos coordonnées et votre photo et tout ce que vous allez développer ensuite pour permettre à un responsable de ressources humaines de très vite avoir une lecture efficace de là où il peut, à qui il peut vous adresser. Une autre chose aussi, revoyez vos emails, la construction de vos emails, puisqu'il nous faut sur un CV un vrai email professionnel. Ça aussi, ça vous donnera une chance supplémentaire de ne pas avoir un classement un petit peu vertical vers la poubelle, puisque passé un certain âge, on attend de vous, et quand je dis un certain âge, ben, quand on recherche un travail, un apprentissage, ça veut dire qu'on arrive dans le monde professionnel. Donc, dès 15 ans, on attend de vous une adresse mail toute simple, hein, prénom, point, nom. Et s'il faut mettre un chiffre derrière, parce que vous êtes nombreux, évitez l'année de naissance, surtout si vous êtes jeune. Ça ne va pas vous rendre service au niveau de certaines entreprises. Voilà. Merci, Anne. On peut... Est-ce qu'on soisigue? Est-ce qu'on passe au point suivant? Donc, on va aller désormais aussi sur ce qui doit résonner chez nos plus jeunes candidats, à savoir l'e-réputation et les réseaux. Alors, le marché de l'emploi, il a beaucoup changé et l'alternance et l'apprentissage ne fait pas exception. Donc, désormais, on demande aux gens qui accompagnent nos jeunes qui recherchent du travail, un apprentissage, de procéder déjà en amont à un ménage sur leurs réseaux sociaux, parce que c'est ce qu'on appelle soigner, enfin, prendre garde à sa e-réputation. Tout le monde fait ça, hein. La moindre entreprise va mettre votre nom dans une barre Google, le nom de votre établissement, rajouter Facebook ou des choses comme ça, et vous allez voir ressortir, surtout si on clique sur image, un tas de choses qui donnent une image peut-être qui ne vous sert pas.
Donc, c'est le moment de faire, voilà, de faire le tri, de faire le ménage, de supprimer tout ça, puisque quand même, en clair, et notamment dans le secteur industriel ou les métiers où il peut y avoir des questions de risque, on attend des gens qui ont compris que les comportements à risque n'étaient pas forcément les bienvenus dans leur entreprise. Donc, voilà, il faut le faire. Ça prend pas si longtemps, mais après, il faut se faire tester par d'autres personnes qui vont aller vérifier qu'on n'a rien oublié. Voilà. Donc tout ça pour arriver sur les réseaux avec une réputation neutre, à défaut d'être encore celle d'un grand professionnel quand vous êtes très jeune. Donc, les réseaux. Alors, les réseaux, ils ont toujours existé. On parle de réseaux sociaux maintenant, mais en fait, les réseaux ont toujours existé. On parlait d'un ami, de la famille. Voilà. Donc, effectivement, ils sont familiaux, amicaux, mais pas seulement. On ne doit pas oublier que votre établissement d'origine, votre lycée professionnel ou général, fait partie de votre réseau. Les amis des amis continuent de faire partie de votre réseau. Et puis, bien entendu, il y a les aspects réseaux sociaux qui sont plutôt, qui ont des noms, hein, le plus connu étant LinkedIn. Mais vous pourriez aussi avoir un blog qui va reprendre un petit peu vos expériences. Donc, il y a un webinaire qui est prévu pour vous aider à booster votre profil sur LinkedIn. Mais en clair, déjà, sans attendre, se créer un profil, c'est la même chose avec un titre qui indique votre statut. Donc aujourd'hui, notre objectif étant de vous aider à trouver une entreprise d'accueil, votre statut doit être aussi clair que sur votre CV. Qu'est-ce que vous recherchez et voilà, dans quel diplôme vous voulez aller, quel type d'entreprise. Il faut modifier votre statut. Et je pense que les personnes qui suivent ce webinaire aujourd'hui sont certainement encore plus qualifiées que moi pour savoir se servir des hashtags. Mais voilà, c'est le moment d'avoir les bons hashtags pour ensuite faire également ses recherches. Parce que se créer un profil ne veut pas dire non plus qu'on va venir nous chercher. Il va falloir que nous, candidats, on aille chercher les entreprises qui nous intéressent. Alors, on les recherche, on s'abonne à leur actualité. Et puis surtout, on recherche les personnes qui sont susceptibles d'être en lien avec votre métier. Alors, ça va être les personnes des ressources humaines, voilà, donc ressources humaines, DRH, chef du personnel, tout dépend de la taille de l'entreprise. Et puis, bien entendu, nous qui sommes sur les métiers techniques, eh bien, pourquoi pas, des responsables d'ateliers, voilà. Effectivement, certaines fonctions nous seront peut-être un petit peu moins utiles dans notre réseau. Mais encore que, parfois, ces personnes-là peuvent être des personnes ressources. Donc voilà, il faut savoir utiliser les réseaux professionnels. Le webinaire du 30 mai, qui est bien indiqué ici, vous y aidera, mais allez déjà voir comment ça fonctionne et vous aurez peut-être des bonnes surprises de retrouver des entreprises déjà que vous connaissez peut-être, puisque dans les réseaux, ce dont je n'ai pas parlé, c'est toutes les entreprises et les tuteurs que vous avez eus lors de vos stages. Alors voilà, pour ce qui était de la partie réseau. Donc, concernant la page suivante. Alors, sur la partie recherche d'entreprise, bon, il est très important de s'organiser. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre au départ, c'est que la recherche d'une entreprise, c'est une démarche personnelle de la part d'un jeune. C'est-à-dire, en aucune façon, c'est dans un premier temps un lycée ou un CFA qui, entre guillemets, va accompagner le jeune d'entrée vers une recherche d'entreprise. Je pense qu'il est important d'avoir d'abord une démarche personnelle. Cette démarche personnelle, elle doit s'accompagner par une traçabilité, à mon avis, qui est fondamentale pour savoir à tout moment où on en est réellement de vos recherches, où vous en serez de vos recherches. Je pense que l'outil le plus approprié, c'est avoir un fichier Excel qu'on met à jour régulièrement, sur lequel on va porter un certain nombre d'éléments.
des renseignements sur l'entreprise et sur le type d'activité de l'entreprise. Bien sûr, en y rajoutant aussi les noms des personnes potentielles, les mails aussi, les coordonnées. Toutes les coordonnées faisant référence, je dirais, à telle ou telle entreprise. Ensuite, les dates de prise de contact. Les dates de prise de contact, c'est-à-dire le moment où on va les solliciter et sous quelle forme. Est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est un coup de téléphone? Voilà, il y a différents canaux à un moment donné pour être amené à solliciter l'entreprise. Dans un deuxième temps aussi, les réponses qu'apporteront l'entreprise. On peut ne pas avoir du tout de réponse. On peut avoir des réponses, mais sans véritable, je dirais, sans véritable solution réelle, c'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas vous donner de réponse aujourd'hui, on vous contactera dans un deuxième temps ou revenez vers nous dans un deuxième temps. J'ai tendance à dire tous ces éléments-là doivent être intégrés dans un fichier de manière que quand vous reprenez le fichier, vous sachiez exactement par rapport à telle ou telle entreprise où vous en êtes. Dernier point, c'est planifier les relances. Parce que vous allez remarquer que certaines entreprises vont vous répondre et d'autres ne vont pas du tout vous répondre. Alors, pour des raisons qui sont propres à l'entreprise, alors soit ils n'ont pas le temps, soit pour l'instant ils n'ont pas évalué leurs besoins, donc ils considèrent que pour l'instant ils n'ont pas étudié certaines candidatures. Donc il ne faut pas hésiter à revenir vers ces structures-là de façon plus tardive. Il faut savoir que l'évaluation des besoins dans les entreprises se fait en gros entre le mois de janvier et le mois d'avril-mai, dans la quasi-majorité des cas. Donc il y a 5-6 mois là où les entreprises, et notamment les services RH, vont étalonner un petit peu leurs besoins et voir, entre guillemets, combien d'apprentis sont susceptibles d'intégrer sur un certain nombre de services. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne recrutera pas au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, en fonction de l'évolution de son activité. Mais souvent, dans les grandes entreprises et les PME, il y a quand même souvent une analyse qui est faite en début d'année civile. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'organisation qu'il faut avoir quand on fait une recherche, je dirais, de contrat d'apprentissage auprès de telle ou telle entreprise. Alors, sur le postulat de candidater, on va dire qu'il y a 3 stratégies. La première, c'est que dans un premier temps, on peut faire un certain nombre de candidatures spontanées qui ne font pas référence à un besoin identifié d'une entreprise à un instant T. C'est-à-dire que vous allez démarcher une entreprise directement en envoyant votre CV, votre lettre de motivation, et quelque part en les sollicitant directement, en leur demandant si éventuellement ils seraient prêts à recruter un apprenti pour tel profil de poste ou tel profil de poste rattaché à tel ou tel diplôme. Donc ça, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est là que va rentrer en ligne de compte notamment CV, lettre de motivation personnalisée, puisque vous allez avoir fait des recherches sur l'entreprise, et ça, c'est fondamental. Hein. Quand je dis c'est fondamental, c'est vraiment très important d'avoir fait des recherches sur l'entreprise. Et surtout, quand vous allez adresser votre CV, lettre de motivation, si vous avez le nom de la personne qui gère les ressources humaines, c'est toujours un plus, parce que ça veut dire que le CV, il va arriver, je dirais, au bon endroit dès le départ. Voilà. Donc, sur ces candidatures spontanées, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les faire de façon un peu systématique. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, vous prenez toutes les entreprises, je dirais, que vous souhaitez solliciter et il faut y aller. Et voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à répondre. Deuxième possibilité, c'est vous pouvez répondre à des offres d'emploi, et donc à des offres de contrat d'apprentissage qui ont été référencées sur différents sites ou différents supports de communication. Donc là, dans la réponse que vous allez apporter, bien entendu, il y aura un CV, lettre de motivation. Par contre, la lettre de motivation, il faudra qu'elle soit en corrélation avec le poste qui est sollicité par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre de façon pertinente et rapide à la demande de l'entreprise. Voilà. Si c'est un poste de technicien en aéronautique,
et qu'ils affichent un certain nombre d'activités référencées, la réponse que vous devrez faire, elle sera en lien vraiment avec ce qui sera affiché. C'est-à-dire qu'il faut que, quelque part, il y ait une certaine adéquation entre la demande de l'entreprise et votre réponse. Voilà, donc il faut être précis, concis et aller à l'essentiel. Parce qu'ensuite, le recrutement, il se fera véritablement au travers de l'entretien individuel. Donc là, c'est simplement une réponse que vous pourrez faire. Ensuite, troisième élément, il existe des CV Tech. Alors, il y a des applications, il y a des sites du style Indeed, Region Job, sur lesquels vous pouvez poser votre CV, lettre de motivation. Des employeurs, eux, peuvent aussi poser des offres d'emploi, que ce soit des offres de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation, voire autres. Et là, après, il y a une adéquation qui peut se faire, je dirais, entre d'un côté l'offre et la demande. Donc, il ne faut pas hésiter à travailler sur tous ces canaux, d'accord? Et bien entendu, il y a aussi, je dirais, vos propres réseaux que vous pouvez activer dans votre recherche d'entreprise. Et on sait souvent que le bouche à oreille, ou en tout cas les connaissances, je dirais, que vous pouvez avoir, peuvent vous amener à aller vers telle ou telle entreprise, je dirais, par, je dirais, d'autres canaux. Donc, je dirais, il faut travailler un peu dans toutes les directions. Dernier point que je rajouterai, c'est qu'une fois qu'on a fait ces démarches-là, elles ont pu aboutir, comme elles ont pu ne pas aboutir. Et là, je pense qu'il est prépondérant et important, une fois qu'on a réalisé toute cette stratégie, tout ce travail de prospection, et que vous n'avez pas réussi à aboutir, là, vous pouvez vous rapprocher des centres de formation d'apprentis. Vous aurez en main toutes vos recherches, toutes les recherches que vous avez faites. Et là, les CFA seront en capacité de vous accompagner, eux, de leur côté, vers la recherche d'une entreprise. Parce que eux aussi, bien sûr, ils peuvent avoir des offres à vous proposer. Et il faut savoir quand même que les CFA aujourd'hui sont de plus en plus pré-recruteurs pour un certain nombre de sociétés. Bien sûr, parce qu'ils ont des partenariats très étroits avec un certain nombre de sociétés. Et donc là, effectivement, ils pourront vous accompagner pour trouver une entreprise si vous n'en aviez pas trouvé une. Alors, je vais juste compléter donc ce que disait Ghislain, notamment sur la partie candidature spontanée, puisque souvent nos jeunes n'ont pas forcément pris ce réflexe qu'en stage, quand vous êtes en stage, n'hésitez pas justement spontanément à vous proposer en tant que futur alternant. Donc, parfois parce que sur votre dernière année, par exemple, il y a un mixage possible, c'est-à-dire que votre établissement, votre CFA vous permet de changer de statut. Hein, donc, en accord avec votre CFA, hein, bien sûr, il faut en parler un petit peu en amont, puisque parfois les places sont quand même, sont souvent limitées. Et puis sinon, en parler à votre entreprise pour la prochaine formation. Hein, je pense au Bac Pro qui recherche des BTS notamment. Vous êtes connu dans ces entreprises-là. Ces entreprises-là n'avaient pas forcément un projet à la base de prendre un apprenti, mais c'est vrai que le fait de vous connaître, surtout si vous avez donné une bonne impression, ça peut rapidement déboucher sur quelque chose d'intéressant. Alors, la limite sera bien entendu qu'ils aient des activités sur le niveau requis par rapport au diplôme que vous visez. Donc ça sera à reboucler effectivement avec le CFA et les enseignants du CFA ou des gens comme moi, le chef de travaux, dit maintenant directeur délégué aux formations professionnelles. Voilà. Je voulais juste vous rajouter ce point-là. Alors, on arrive sur les outils. On en a parlé un petit peu déjà.
hein. Donc, les réseaux sociaux, les sites d'emploi, les sites qui vont vous préparer aux entretiens. En fait, il existe un tas de choses qui vous sont accessibles, soit à partir de votre établissement, soit chez vous, tranquillement, ou encore lors des séances que justement proposent un certain nombre de centres de formation, hein, puisque un certain nombre vont vous proposer, notamment les mercredis après-midi, si votre candidature est bien entendu validée, hein, dans leur établissement, de vous accompagner, et même en physique, hein, vous pouvez vous y déplacer, renseignez-vous. À chaque fois que vous les rencontrez au moment des portes ouvertes, demandez-leur s'ils ils vous proposent ce genre de service, puisque voilà, ils revérifieront avec vous que votre lettre est la bonne, que vous savez les faire, que votre organisation dont parlait Ghislain tout à l'heure, que vous êtes bien équipé, que vous avez les outils, voilà. Parce que c'est vrai que lancer plein de bouteilles à la mer, ça peut parfois à la fin faire qu'on est un petit peu brouillon, on ne sait plus trop d'où on en est, et c'est chronophage tout ça, hein. Donc vous avez aussi vos diplômes et vos cours à suivre, donc il ne faut pas vous noyer. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des gens dont c'est le métier. Et notamment aussi, hein, vos enseignants du professionnel. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Les CV effectivement un petit peu plus basiques et des lettres un peu plus types à déposer sur les sites d'emploi. Les responsables de ressources humaines dans les secteurs de l'industrie savent aussi y passer du temps pour aller chercher les bons profils. Les job dating organisés par les CFA, qui, comme disait Ghislain, sont de plus en plus des pré-recruteurs. Alors, j'aime pas beaucoup quand même ce mot-là, parce qu'il faut toujours savoir que c'est pas parce que votre CV a été envoyé à une entreprise de la part de l'établissement que ça vous fait partir avec déjà une victoire en poche. Il est probable que votre établissement ait envoyé plusieurs CV qui, selon lui, sont des CV de gens en capacité de suivre la formation. Après, le choix de l'employeur, c'est son choix, c'est sa décision ultime. Vous pouvez tous passer d'ailleurs de très bons entretiens, si ce n'est qu'à la fin, il n'y a peut-être qu'un poste à pourvoir et qu'à un moment, l'entreprise va opérer un choix. Donc, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste que c'est une entreprise qui, à un moment, va mieux sentir une candidature comme étant son futur collaborateur pendant 2 ans, hein, si je prends un BTS. Donc, c'est son choix. Le centre de formation, l'UFA, n'a absolument pas à interférer. Le rôle du centre de formation étant le CFA à ce moment-là, juste de valider que nous sommes bien avec une entreprise qui va pouvoir apporter des activités en lien avec les exigences du diplôme. Pas plus que ça. Voilà. Après, effectivement, il faudra, sur les formations très demandées, revalider assez vite comment dirais-je, leur cursus, enfin leur organisation pour la validation de votre candidature, puisque ce n'est pas forcément le premier arrivé avec sa lettre d'embauche qui est pris, hein. C'est bien, on parle bien d'un dossier de candidature, et donc il faut que tout soit réuni, dont ce dont je parlais tout de suite, notamment les exigences d'être avec une entreprise avec des activités bien en lien et qui vous permettra, par exemple, sur la 2e année d'un BTS, d'y réaliser un projet. Donc ça peut demander un petit peu de temps de vérification pour le centre de formation. Voilà. Alors, on passe à la diapo suivante. Là, les outils, hein, ils sont notés. Je vous ai laissé les reprendre. Ils sont classiques. Donc, on est sur la page 8. Donc, concernant la préparation de l'entretien. Donc, je vous disais tout à l'heure, les centres de formation peuvent vous aider sur les aspects, on va dire, organisation, CV, lettres, mais également sur les entretiens. Donc, renseignez-vous.
Si ce n'est pas le cas, vos enseignants peuvent vous y aider. Les DDFPT, les coordinateurs de CFA ont peut-être des personnes ressources également. Donc, quand on prépare son entretien d'embauche, et c'était aussi ça l'apport des réseaux sociaux, c'est que normalement, vous avez récolté un grand nombre d'informations sur l'entreprise. Vous connaissez son actualité, vous connaissez sa concurrence, et vous allez vous préparer par rapport à ça. Vous n'êtes pas là uniquement pour obtenir votre diplôme. Il faut faire attention. Vous êtes dans le cadre d'un recrutement comme n'importe quel salarié. Dans le secteur, dans nos secteurs, sur le secteur industriel, le bâtiment, les collègues en diraient autant, on est sur des cas d'entreprise qui, généralement, pensent à plus long terme que votre contrat d'apprentissage, à savoir vous garder au-delà de ça. Donc, on est d'accord, on est bien d'accord que c'est un entretien d'embauche. On n'y va effectivement pas sur prescription de son centre de formation, mais bien parce que nous, candidats, on a envie de s'y investir, rentrer dans le travail d'équipe et effectivement bénéficier de l'enseignement supplémentaire que la pratique va vous donner pour à la fin obtenir son diplôme. Mais votre discours doit d'abord être sur votre connaissance de l'entreprise, votre capacité à vous intégrer à cette entreprise et d'y apporter votre plus-value. Voilà. Donc, les motivations pour le métier, c'est un élément essentiel à mettre en valeur. Donc, moins vous avez d'expérience également, plus votre connaissance du métier sera forcément théorique. L'entreprise sait, plus vous êtes jeune, moins vous êtes diplômé, et c'est normal, moins vous pouvez parler, techniquement parlant, du métier. Quand même, c'est à vous quand même de vous renseigner. Pour les entreprises qui ne connaîtraient pas le contrat d'apprentissage, inutile quand même d'argumenter trop longtemps, c'est à vous de savoir s'ils en connaissent les modalités. Il y a encore actuellement des avantages aussi pour les entreprises qui vont s'engager avant le 30 juin avec une promesse d'embauche, des aides de 5 à 8 000 € selon votre âge. Donc, n'hésitez pas à en reparler. Peut-être même que l'UFA dans lequel vous candidatez vous aura redonné ces papiers pour justement en parler. Alors, n'hésitez pas aussi à venir avec le calendrier de votre centre de formation. Parce que pour une entreprise, c'est déjà se projeter, déjà vérifier que visiblement vous êtes bien repéré dans le centre de formation, le CFA, ou dans le lycée que vous avez choisi. Et puis, ce calendrier d'alternance va tout de suite lui indiquer, voilà, par rapport à son organisation à elle, si c'est jouable, si elle peut vous trouver un tuteur, un maître d'apprentissage qui va vous suivre. Voilà, c'est normal, elle a besoin de se projeter. Et le recrutement, il se fait aussi parfois sur des choses très pratiques. Donc, le programme de formation, le calendrier, revenez avec votre CV, votre lettre de motivation que vous aurez relu en amont pour savoir ce que vous avez avancé. Je disais aussi, plus vous êtes jeune, plus on va vous poser des questions, non pas effectivement sur vos compétences, mais sur votre personne. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous faites dans la vie en général? Est-ce que vous êtes engagé dans le monde sportif, associatif? Est-ce que vous entraînez les poussins du club de sport d'à côté? Voilà, on va vous jauger aussi sur cette personnalité, votre sens de l'équipe. C'est important puisque, comme on le disait tout à l'heure, plus vous êtes jeune, moins vous pouvez prouver vos réalisations. Donc, ça peut vous sembler comme ça au départ peu en rapport avec le futur métier, mais en fait, c'est aussi un sujet un mobile d'échange avec le responsable de l'entreprise ou le responsable de production qui va être également ici. Et même chose, on vous jaugera sur votre capacité à vous intégrer à une équipe.
Voilà, Oui, Anne, moi ouais, je rajouterai 2 points par rapport à l'entretien d'embauche. C'est 2 éléments qui me semblent hyper importants. Le premier élément, c'est si vous allez passer un entretien, un conseil que je peux vous donner, c'est de demander à visiter systématiquement l'entreprise. Ça montrera l'intérêt que vous portez, je dirais, à cette entreprise-là et véritablement connaître son processus de production. Parce qu'on passe un entretien, mais finalement, un entretien ne donne pas une lecture de ce qui se fait réellement. Et vous, ça vous donnera une lecture précise de là où vous postulez. Alors que ce soit à la fin de l'entretien ou que ce soit au début de l'entretien, ce que je vous conseille de faire plutôt à la fin de l'entretien, c'est de demander une visite. Voilà, ça me paraît un point essentiel, même si c'est une visite rapide. Deuxième élément pour l'entretien qui me paraît fondamental, avant de vous y rendre, c'est de mettre sur le papier vos forces et vos faiblesses. Je pense que quand on va à un entretien, il faut savoir qui on est réellement et où sont nos forces et où sont nos faiblesses. Parce que si on vous met, je dirais, en parlant avec vous, si on met l'accent sur une de vos faiblesses, entre guillemets, qui aurait pu se voir au travers de votre CV et de votre lettre de motivation, ce qui me paraît important, c'est de rebondir sur une force, sur quelque chose qui, pour vous, est quelque chose de positif. Donc, moi, c'est un peu un conseil que je vous donne. C'est mettez sur le papier vos forces, vos faiblesses. Il n'y a rien à cacher. Il faut être assez transparent. Et parfois, un entretien, ça se joue aussi sur, je dirais, l'effet de surprise. Voilà, j'en dirai pas plus, mais des fois, on peut surprendre un interlocuteur qui, lui, vous accueille finalement sur un lieu qu'il maîtrise, qu'il connaît, et c'est son entreprise. Et l'effet de surprise, parfois, peut être déroutant, mais aussi peut être quelque part, peut montrer réellement une initiative de votre part qui peut faire basculer, je dirais, l'entretien de votre côté et le fait que vous serez recruté. Voilà, c'est juste 2, 3 éléments que je voulais rajouter par rapport à la présentation d'Anne. et donc concernant maintenant les questions que l'on veut poser à l'entreprise, alors parfois on n'en a pas, donc ça par contre non, effectivement il faut en préparer. Même bien renseigné, je pense qu'il vous reste beaucoup de choses à apprendre sur l'entreprise. Ne pas en poser serait de l'indifférence ou du manque d'intérêt que vous auriez par rapport au poste et à l'entreprise elle-même. Donc préparez vos questions. Effectivement, la visite me paraît intéressante parce que même si vous y avez déjà mis les pieds pour, je sais pas moi, une visite en collège ou autre, non, là vous êtes dans une toute autre démarche. Si vous y avez fait vos stages, là, c'est différent, mais voilà. Donc, les questions concernant les visites, les questions également sur l'organisation, sur les nouveaux projets, sur effectivement le tuteur. Est-ce que vous avez déjà des gens qui ont été tuteurs de cette formation? Les questions salaires, on va dire que pour le moment, il n'est peut-être pas forcément, c'est peut-être pas votre premier objectif. Sachez que de toute façon, c'est réglementé. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas moins que la réglementation. Et il sera surtout toujours temps d'en reparler lors d'une prochaine rencontre ou d'un prochain échange, si vous voulez. Bon, sachez aussi que de toute façon, certaines entreprises aussi, pour s'attirer les meilleurs candidats, savent mettre en avant, au-delà du salaire, certains autres avantages et elles ne manqueront pas justement de vous les faire connaître assez spontanément, hein, parce que on sait que les meilleurs candidats dans nos secteurs peuvent avoir plusieurs offres. Alors, une question par contre qu'il ne faut pas oublier de poser, c'est sous quel délai vous pensez pouvoir avoir un retour. Voilà. Puisque cet entretien d'embauche ne se finit pas forcément par un oui, mais quoi qu'il en soit, non seulement vous allez continuer vos recherches et en passer d'autres, par contre, effectivement, pour pouvoir prendre une décision, si jamais vous aviez la chance d'avoir 2 entreprises, c'est de connaître les délais. Et si vous-même, vous êtes dans une situation où vous devez rendre déjà une réponse, c'est aussi peut-être le moment d'expliquer pourquoi vous êtes particulièrement intéressé de connaître le délai de réponse. Voilà.
Ghislain, sur les questions, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Alors, persuader un employeur de l'intérêt des contrats d'apprentissage, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments que vous pourrez mettre en avant. Il arrive que certains employeurs ne sont pas forcément, je dirais, ne trouvent pas forcément d'intérêt à signer des contrats d'apprentissage. J'ai tendance à dire qu'il y en a de moins en moins. L'apprentissage se développe énormément depuis ces dernières années. Donc j'ai tendance à dire on est de moins en moins dans cette problématique. On est de plus en plus avec une volonté des entreprises de recruter. Mais pour certains, ils peuvent encore se poser des questions. Dans les arguments qui me semblent importants, c'est le fait qu'ils vont former un jeune à leur méthode de travail. C'est-à-dire que ça, vous pouvez le mettre en avant. C'est pas quelqu'un qui a déjà une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité, qui vient d'une autre entreprise, avec des méthodologies déjà qui correspondent à une autre typologie d'entreprise et donc qui peuvent avoir certaines difficultés en termes de réadaptation. Là, ils vont prendre un jeune qui ne connaît pas la société, qui n'a peut-être pas d'expérience professionnelle ou qui n'en a de façon que sommaire et qui vont pouvoir former et formater, je dirais, au fonctionnement propre de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un élément très important. Deuxième élément très important, c'est l'insertion professionnelle. Du fait que vous allez rentrer en tant qu'apprenti, vous allez rentrer en tant que salarié. Autrement dit, vous allez être inséré professionnellement. Mais disons qu'à l'issue du contrat, si on compare, je dirais, les différents statuts en termes de formation, on voit que l'apprentissage a une insertion professionnelle qui est relativement élevée en termes de pourcentage. On est sur des taux qui vont entre 80 et 90% à l'issue du contrat d'apprentissage. Voilà, si on devait faire le parallèle avec des formations sous un autre statut. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant. C'est-à-dire que souvent, ça se traduit à l'issue d'un contrat d'apprentissage par un CDD ou un CDI qui est signé pour le jeune après sa formation. Donc moi, ces deux éléments, je les mettrai en avant. Deuxième élément que je mettrai en avant, c'est les aides pour les employeurs. Anne en a parlé tout à l'heure. Il y a des aides qui continuent et qui sont toujours d'actualité. L'aide exceptionnelle pour toute entreprise qui va recruter un jeune de 8 000 € pour les majeurs, 5 000 € pour les mineurs. On parle d'entreprises, je dirais, dans le secteur privé notamment. Et une aide unique qui va se rajouter pour des entreprises de moins de 250 salariés sur la deuxième année de formation et troisième année pour du bac et de l'infrabac, c'est-à-dire du CAP jusqu'au bac pro. C'est-à-dire c'est des aides qui viennent se rajouter sur la deuxième année de formation et troisième année de formation quand il s'agit de bac ou de CAP. Donc tout ça est quand même un plus pour les entreprises qui recrutent aujourd'hui. Les entreprises versent une rémunération aux apprentis, qui est en fonction de leur âge et de la durée du contrat. Et en parallèle, elles perçoivent des primes qui sont quand même des primes assez importantes, puisqu'elles ont été réactualisées depuis un certain temps. Ensuite, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est que l'entreprise va transmettre ses propres savoir-faire et vraiment former le jeune à son métier, au métier en tout cas sur lequel il est positionné. Donc ça aussi, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs qui vont être, je dirais, données aux jeunes pour quelque part qu'ils s'intègrent le mieux possible au sein de la société, qu'ils puissent communiquer au mieux avec ses collègues de travail. Ça aussi, c'est un point que vous pouvez mettre en avant. Un autre point, c'est le fait de pouvoir recruter un jeune, je dirais très rapidement. Un contrat d'apprentissage, ça va au-delà de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une entreprise va pouvoir signer un CDI assez rapidement. On n'est pas sur une durée de 7 à 8 ans. On est sur une durée assez courte qui peut aller de, en gros, 6 mois à 3 ans. Et au bout de cette durée de contrat, l'employeur va pouvoir vous intégrer très rapidement.
Un autre point que vous pourrez mettre en avant, pour, je dirais, inciter une entreprise à vous recruter, c'est que, et ça c'est une règle qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'un apprenti, en règle générale, est très vite autonome. À partir de 2 ou 3 mois de formation, il est en capacité de mettre en place une production, de produire réellement au sein de l'entreprise, avec une autonomie qui peut être partielle ou vraiment parfois en toute autonomie. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Ça mettra aussi en exergue votre motivation, c'est-à-dire que si vous affichez qu'au bout de 2-3 mois, vous êtes en capacité de pouvoir réaliser certaines activités avec certains résultats, mais ça montrera vraiment qu'il a tout intérêt, en tout cas, à vous prendre, je dirais, sous contrat d'apprentissage. Tous ces éléments, ils me semblent fondamentaux et vous pouvez vraiment mettre l'accent dessus pour convaincre une entreprise de vous recruter. Voilà. Un dernier point, vous pouvez être dans des lycées aujourd'hui. Dans des lycées, vous pouvez, je dirais, travailler sur des projets avec vos formateurs respectifs. C'est des choses que vous pouvez mettre en exergue quand vous allez solliciter une entreprise en disant que vous travaillez des projets et que ces projets, quelque part même, ils pourraient être partagés, je dirais, lors d'un contrat d'apprentissage et mis en place au sein de l'entreprise, pourquoi pas, hein, entre, d'un côté, le centre de formation et de l'autre côté, l'entreprise. Voilà. Donc, vraiment, ce que je vous conseille, c'est de tirer un petit peu, voilà, j'ai tendance à dire, toutes les ficelles pour vraiment inciter l'employeur à aller dans l'apprentissage. Parce que pour moi, c'est une voie d'excellence en termes de processus de formation et d'insertion. Alors, je vais essayer d'être assez brève sur cette slide pour qu'on puisse garder un peu de temps pour… On a dépassé déjà, donc pour garder un peu de temps pour les questions. Donc, les objections, bien entendu, il y en a toujours, mais peut-être pas tant que ça. C'est plus des doutes parfois qui sont émis à voix haute, donc il ne faut pas se braquer. Ne surtout pas se braquer quand vous avez une objection. Vous êtes plus âgé, donc effectivement, vous coûtez plus cher en termes de contrat d'apprentissage, mais vous avez aussi un plus grand sens des responsabilités. Or, actuellement, quand je vous disais de ne pas mettre votre date de naissance sur votre adresse mail, c'est parce qu'en fait, c'est contre-productif, vous ne vous rendez pas service. Alors là, justement, vous êtes plus âgé, écoutez, vous avez plus grand sens des responsabilités, vous avez le sens de l'équipe et vous avez compris beaucoup de choses que vos collègues peut-être n'auront pas forcément compris, les plus jeunes notamment. Le niveau scolaire, difficile, faible, oui, mais vous êtes motivé et beaucoup de diplômes ou de certifications sont notés désormais en contrôle en cours de formation. Donc, ça va bien se passer, vous allez beaucoup travailler, vous l'assurez, mais en plus, vous avez cette modalité de certification qui vous permet d'envisager le succès à l'issue du diplôme. Vous n'avez pas de moyens de transport. Alors ça, par contre, c'est peut-être un des éléments méconnus, enfin, je veux dire, où nos jeunes, vous, futurs apprentis, vous vous faites peur. Il faut pas, il y a un tas de choses qui existent maintenant. Par contre, vous devez rassurer en entretien, notamment, que vous prenez ça en considération. Sur son CV, par exemple, quand on a juste commencé le code, on le note. On met permis en cours sous son adresse mail ou sous sa date de naissance, voilà, assez tôt. En bas du CV, vous pouvez très bien rajouter aussi cette rubrique mobilité géographique et vous citez les villes, le département, enfin voilà, vous essayez de quand même d'élargir par rapport à ce point-là et puis commencer à regarder les lignes de bus, les BlaBlaCar, est-ce que sur cette ville-là, ça existe en ce moment ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui y vont? Vous adressez à une mairie. En plus, avec le carburant qui coûte de plus en plus cher, vous imaginez bien qu'on en est tous là, même sans être apprenti, d'essayer de minimiser nos frais de transport. Donc, des solutions, il y en a. Il faut par contre aller les chercher et rassurer également lors de l'entretien.
Et on postera peut-être aussi des messages sur Facebook et on contactera aussi les collaborateurs de l'entreprise. Ils font peut-être le même trajet que vous tous les jours. Voilà, je voulais juste aller… Voilà, et surtout, même si ça tarde, c'est tous les ans, on a des jeunes gens des fois qui se réveillent un peu tard aussi. Des entreprises qui ont un processus de décision parfois un peu tardif, un peu lent, ou tout simplement qui, au moment où vous les aviez démarchés, n'avaient pas de besoin. Or, le carnet de commandes a évolué, il y a un alternant qu'on pensait garder, puis finalement, il déménage à l'autre bout de la France pour suivre son conjoint. Enfin bref, un tas de choses qui fait qu'en août ou en septembre, on se retrouve finalement très intéressé d'avoir d'anciennes candidatures qui renaissent et qui passent des coups de fil. Alors là, on est dans le rapide, hein. On n'est pas sur le mail ou ce genre de choses très lentes, parce qu'il faut avoir pitié aussi des gens en entreprise, surtout à la rentrée. Ils ont un tas de choses à remettre en place. On passe des coups de fil, on ne se décourage pas, on confirme éventuellement avec un mail qu'on est toujours candidat, mais on garde et on garde son courage, on rappelle l'école pour savoir si elle-même n'a pas eu d'autres offres. Voilà, donc il faut garder, comment dirais-je, il faut garder la niaque, il faut garder l'espoir. Normalement, on vous demande de vous inscrire dans un cursus scolaire classique, hein. Donc, vous avez une école, vous démarrez avec là où vous avez donné une réponse positive, à minima, puisque certaines écoles vont vous permettre de passer du statut scolaire au statut d'apprenti dans le même groupe, parfois pas le même groupe ou parfois une autre école. Bon, voilà, c'est le jeu, mais ça montre au moins votre motivation si c'est vraiment l'apprentissage qui vous semble la meilleure approche pédagogique pour vous également. Voilà. Je vais conclure voilà, sur une note d'optimisme parce que je pense quand même qu'une fois encore, vous prouverez votre motivation avec des actes. Et donc, c'est à vous aussi de vous engager, de vous faire connaître et de relancer. Voilà. Merci Anne, merci Ghislain pour votre présentation. Merci. Alors avant de passer à vos questions, vous trouverez donc sur cette planche quelques entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme Tech Alternance. Donc je voulais vous préciser que les entreprises s'inscrivent au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à aller régulièrement consulter la plateforme pour voir ces entreprises. Les offres de poste en alternance sont disponibles et donc visibles de vous-même, hein, des candidats, depuis ce lundi 7 mars. Donc, les entreprises déposent leurs offres régulièrement au fur et à mesure. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous connecter régulièrement pour pouvoir postuler à ces offres. Alors, on va passer à vos questions rapidement. Alors, il y a une première question. En alternance, quelle est la date limite pour trouver mon entreprise? Alors, la date limite, en règle générale, c'est 3 mois avant le début de la formation, 3 mois après le début de la formation. Voilà, on est à peu près normalement dans ce timing-là. Ensuite, quand on est en dehors de ces créneaux, je dirais c'est à la marge. Quand je dis c'est à la marge, c'est un peu des exceptions à la règle. Mais sur les diplômes, on va dire éducation nationale, en règle générale, on est sur ce schéma-là. L'exception à la règle sera celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand vous étiez sur une formation où vous êtes scolaire et apprenti ensemble et voilà, qu'il reste par exemple une place, hein, puisque quand dans ce genre de cas, il y a un certain nombre de places réservées pour les apprentis. Imaginons que, je dis une bêtise, mais bon, c'est théorique, imaginons qu'au mois d'octobre, il reste une place et que une entreprise dont je parlais là tout à l'heure se réveille un peu tardivement et puis se dit « Ah si, finalement, j'aurais bien aimé quand même prendre quelqu'un en apprentissage ».
et il se trouve que c'est vous, ben voilà, vous allez changer de statut. Ça se fait normalement, pas trop mal. Voilà, c'est plus la condition qui reste une place. Et dans ces cas-là, ça pourrait même être en cours d'année, en fin d'année. Hein. Voilà, les mois dont parlait Ghislain, là, n'ont pas forcément cours. Alors, dans ce que Diane, elle fait référence à des jeunes qui ont fait déjà cette formation par la voie scolaire et qui basculent à un moment donné en apprentissage. Donc, en fait, il n'y a pas de perte, je dirais, de progression pédagogique. Il y a simplement un changement de Donc, je disais, de la voie scolaire, c'est-à-dire on postule sur quelque chose qui est très différent en termes de projet de formation sur lesquels on était auparavant. Par contre, il est très clair que si vous avez un contrat en décembre, le centre de formation ne vous refusera pas, même si la formation a démarré début septembre. Pourtant, décembre, c'est en gros 4 mois après le début de la formation, et vous pourrez quand même l'intégrer. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a globalement, pour vous rassurer, de la souplesse en termes d'intégration de jeunes sous contrat d'apprentissage à différents moments. Voilà. C'est tellement vrai que pour le post-bac, Parcoursup reste au-delà du 29 mars ouvert en apprentissage. Vous pouvez vous inscrire tout au long de l'ouverture de la plateforme Parcoursup, puisqu'on est très conscient que parfois des choix d'orientation, des opportunités font que certains jeunes vont se décider un petit peu plus tard, ils vont chercher un centre de formation via cette plateforme. Voilà. Et puis, autre point, c'est que si vous signez en juin, par exemple, ça vous permet de travailler tout l'été en entreprise. Et tout l'été correspondant en gros à la période d'essai, qui est de 45 jours, ce qui vous permet quelque part voilà, de commencer à vous intégrer, mieux comprendre les rouages de l'entreprise avant de basculer sur le centre de formation à partir de début septembre. Voilà, ça donne aussi, je dirais, du sens, je dirais, à l'intégration dans une entreprise assez rapidement. Voilà. Alors, on va prendre peut-être une dernière question, si on a 2 minutes. Donc, les relances téléphoniques sont-elles réellement utiles? Sous combien de temps doit-on relancer une entreprise après l'envoi d'une candidature? Alors, ça va peut-être dépendre de l'époque où vous cherchez. Si on parlait tout à l'heure de août ou septembre, là, il faut, je vous disais, même passer, si possible, des coups de fil ou même contacter directement. Si vous avez votre réseau social, LinkedIn, là, vous passez par messagerie directe pour essayer d'avoir des nouvelles. Quand on est plus en amont, là, moi, un petit délai d'une semaine maximum. Alors après, y revenir, c'est ne pas y revenir comme ça sur un timing toutes les semaines, j'appelle. Je peux aussi lasser. Demandez sous quel délai vous pouvez rappeler. Et le fameux tableau dont parlait Ghislain tout à l'heure pour vous organiser, vous notez. Voilà, m'a dit de rappeler fin mars, m'a dit de rappeler plutôt le vendredi après-midi. Et comme ça, quand on rappelle, on dit comme il en a été convenu, je vous rappelle ce vendredi parce que monsieur untel en charge je crois, est un petit peu plus disponible. Voilà, on montre qu'on suit son affaire. Après, moi je rajouterais 2 points. Ça dépend si vous répondez à une offre qui est bien identifiée dans une entreprise ou si c'est simplement faire une candidature spontanée à une entreprise dont on ne sait pas si elle recrute. Ce style d'entreprise qui n'a pas forcément d'offre, j'ai tendance à dire vous pouvez faire une relance au bout d'1 mois. Parce qu'entre-temps, les services RH, je dirais, ont pu peut-être évaluer les besoins et peut-être qu'entre le mois de mars et le mois d'avril, il va y avoir eu ces besoins identifiés et donc vous allez rappeler au bon moment, on va dire. Par contre, si c'est une entreprise qui recrute, moi j'ai tendance à dire il faut y aller régulièrement. Ça montrera tout l'intérêt que vous portez à cette candidature et à cette offre véritablement sur laquelle vous avez postulé. Et là aussi, s'il y a une offre qui est identifiée, il est fort probable que vous ne soyez pas le seul
sur le coup, comme on dit. Donc, c'est un conseil moi, que je vous donne. Il ne faut pas avoir peur de rappeler. Ça montrera qu'à un moment donné, mais vous vous intéressez, que vous voulez vraiment intégrer l'entreprise. Et même quitte à avoir un retour négatif, mais au moins, vous aurez fait la démarche et vous vous serez engagé au maximum. Voilà, c'est moi ce que je voudrais simplement un petit peu rajouter. Voilà. Et ce que je vais rajouter aussi, parce que vous avez toujours des amis, des connaissances qui vous ont dit « Ah mais non, non, nous, on a reçu une réponse négative ». Oui, bah c'est eux. Hein, voilà, c'est eux, ils ont eu une réponse négative. Ce n'est pas forcément vous. Il y a peut-être des raisons pour lesquelles leur CV n'a pas été retenu. Donc, ce qui est vrai pour votre camarade de classe n'est pas forcément vrai pour vous. Donc, vous, tant que vous n'avez pas une réponse négative, vous êtes tout à fait habilité et moi, je vous conseille de continuer. Même chose pour les entretiens. Attention, attention. Un entretien peut très bien se passer. Je ne dis pas bien, mais très bien. Mais votre camarade aussi, et puis le troisième également, envoyé par une autre école. Et il va y avoir un petit peu de délai avant d'avoir la réponse, par exemple. Donc, on n'arrête pas ces recherches surtout, parce que c'est difficile pour le moral et c'est difficile de se relancer à chaque fois. Donc, on continue ces recherches tant que, voilà, on n'a pas eu un mail, un appel qui vous dit clairement que bah, c'est bon, on vous a choisi. Et auquel cas, bah, voilà, promesse d'embauche, contact avec le centre de formation, voilà. Mais les relances, il faut se mettre un petit peu à la place des entreprises. Elles ont plein de problèmes de tous ordres et le recrutement, pour certaines, semble facile. Pour celles qui ont eu des difficultés, ils auront tendance à vous répondre un petit peu plus vite. Un autre point. Une dernière question, très rapidement. Quand démarrer sa recherche d'entreprise? Janvier. Voilà. C'est ça. Alors, et moi, je rajouterai un petit point essentiel. On l'a déjà dit peut-être au travers de la présentation avec Anne, mais je voudrais quand même mettre l'accent dessus. L'expérience professionnelle, votre expérience professionnelle n'est pas l'élément essentiel aujourd'hui que retiendra une entreprise pour vous recruter. Il y a 2 points qui sont fondamentaux. Votre motivation, qui peut compenser ce manque d'expérience, et vos savoir-être. C'est les 2 éléments pour moi qui sont majeurs dans votre recrutement de demain. Si vous mettez en avant ces éléments-là, ben c'est une grande partie, je dirais, du recrutement qui sera réalisé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous et puis Donc, bon courage. voyez les prochains webinaires qui s'affichent donc à l'écran et vous pourrez retrouver donc le replay dans quelques jours donc sur la chaîne YouTube de Tech Alternance. Et je vous rappelle de ne pas oublier de vous connecter régulièrement sur la plateforme pour voir les nouvelles entreprises qui s'inscrivent ainsi que les nouvelles offres de poste. Merci à tous. Merci. Et très bonne journée. Bonne journée. Merci, Anne. Au revoir. Merci, Lucie. Au revoir.